Bon dia mes amis investisseurs, je vais vous montrer aujourd'hui comment investir dans les principaux pays de l'Amérique latine, les avantages et les inconvénients d'investir dans les marchés brésiliens. Vous avez vu, j'avais mis mon maillot de Brésil aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, je sais même pas où on va mettre les sixièmes, il n'y a même pas d'espace. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur, analyste financier et je vis en France où je travaille, où j'investis et dans cette chaîne on parle d'investissement à long terme. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter, je réponds tous les premiers commentaires de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de casser tous les biais et je vais parler tout ce que je pense comme analyste financier de manière logique. Dans quel cas je placerai mon argent là-bas. Donc, je vais vous montrer même comment un Européen peut investir au Brésil à travers des ETF et je vais vous montrer en fait les principaux indices qui investissent au Brésil. Je vais aussi parler des sociétés brésiliennes qui je suis sûr que vous ne connaissez pas. Donc, pour commencer, je vais donner quelques chiffres clés par rapport au Brésil, la géographique, etc. Il faut savoir que 50% de la population de l'Amérique du Sud est brésilienne. Du coup, si on somme les Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Équateur, Colombie, etc., tous ces pays ensemble vont peser 50% de la population de l'Amérique du Sud et le Brésil tout seul pèse 50%. Mais bien sûr, le Brésil, il est 48% du territoire de l'Amérique du Sud. Ça veut dire que tous les autres pays ensemble vont peser 52% de la surface, mais le Brésil pèse 48%. C'est énorme. Pour donner un ordre de grandeur, le Brésil est 13,3 fois plus grand que la France. Seulement les plantations de soya au Brésil, ça fait la moitié de la taille de la France. Je vais vous montrer une image où on peut comparer la taille de certains pays avec les territoires brésiliens. Dans cette image-là, comme vous pouvez voir, la France, la taille de la France et de l'Espagne sont seulement la taille des deux États brésiliens. Du coup, le Brésil, c'est un territoire énorme. Donc à ce moment, l'Amérique du Sud possède 422 millions de personnes et 212 millions de personnes sont brésiliennes. Je vous montre une image où on peut voir la quantité de population de chaque pays de l'Amérique du Sud. Le Brésil, du coup, avec 212 millions de personnes. En deuxième, la Colombie avec 50 millions, l'Argentine 45, le Pérou 33. Après, on a Venezuela et les autres avec moins de 30 millions de personnes. Donc je reviens sur l'image, on peut comparer la taille de chaque pays avec le Brésil pour dire que du coup, dans cette taille tropicale, on a beaucoup de surfaces agricoles et des minéraux. Donc c'est exactement ça qui représente 50% de l'économie brésilienne dans les marchés boursiers. Les principaux indices brésiliens s'appellent Ibovespa avec environ 70 sociétés, mais à l'international, c'est normal d'utiliser l'indice MSCI Brésil qui représente 85% de toutes les actions cotées au Brésil. Je vais commencer en montrant en fait la répartition sectorielle de cet indice-là brésilien. Comme vous pouvez voir dans cette image, les matériaux pèsent 27% de l'économie brésilienne dans la bourse, les finances avec les banques brésiliennes pèsent 26%, l'énergie 11%, après on a la consommation cyclique et pas cyclique. Donc comme vous pouvez voir, l'industrie pèse très peu dans la bourse brésilienne, ce sont les matériaux, la finance et l'énergie qui vont peser presque 60% de l'économie brésilienne. Du coup, comme on vient de voir que les minéraux, la finance et l'énergie pèsent énormément dans la bourse, je vais commenter un petit peu chacun de ces secteurs. On va commencer par les secteurs des minéraux. Donc, pourquoi ces secteurs ont beaucoup de poids dans la bourse brésilienne? La plus grande société de l'Amérique latine, c'est une société brésilienne qui s'appelle Vale. C'est une société en fait qui fait l'extraction des minéraux. Donc, les cuivres, les fers, les manganèses, les nickels, le Brésil possède des extractions des malades. C'est un des principaux pays exportateurs du monde entier. Aussi, on a Petrobras, la société de pétrole brésilienne, qui a eu déjà beaucoup de cas de corruption, normal pour l'Amérique latine malheureusement. Le Brésil possède aussi énormément de pétrole. Je vais vous montrer en fait la liste des pays qui possèdent plus de réserves de pétrole dans le monde maintenant. La principale réserve du monde, c'est en Venezuela, après Arabie Saoudite, après là les Canada, Iran, etc. Et le Brésil est devant les États-Unis et devant la Chine. Si on parle des finances, il faut parler des banques brésiliennes. Une des meilleures banques du monde pour faire des investissements, ce sont les banques brésiliennes et américaines. Les marges nettes sont plus élevées, les retours sur les actifs sont beaucoup plus élevés, justement parce qu'en fait, les taux d'intérêt d'emprunt, c'est beaucoup plus élevé et du coup, les bénéfices vont être beaucoup plus élevés. Juste pour donner un ordre de grandeur, la banque Itaú, la principale banque brésilienne, elle fait 3 fois plus de bénéfices que BNP en France.
Du coup, on a 3 principales banques brésiliennes et Santander, qui c'est une banque étrangère, mais qui est beaucoup présente au Brésil. Du coup, on a Itaú, Bradesco, Banco do Brasil et Santander. Du coup, comme vous pouvez voir dans cette image, Itaú en 2019 a fait un bénéfice net de 26 milliards de dollars. Si on compare avec l'information qu'on voit dans cette image, où BNP a fait en fait un bénéfice de 8,17 milliards d'euros. Du coup, environ 3 fois moins que la banque brésilienne. Quand on va parler du secteur d'énergie, le Brésil possède des barrages géants. Comme vous savez, c'est un pays de taille continentale. Du coup, la transmission d'énergie, c'est un sujet beaucoup discuté au Brésil. Vous imaginez qu'il y a des câbles qui font des voyages de 2000, 3000 km pour amener de l'énergie à l'autre bout du pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés d'énergie cotées en bourse. Que ce soit des sociétés de transmission, des distributions et aussi des sociétés qui vont faire la génération d'énergie. Surtout les sociétés de transmission, une fois qu'on a la tour et la transmission qui passent, ils vont faire juste la maintenance et du coup les dividendes sont énormes car ils n'ont pas besoin d'utiliser l'argent pour réinvestir parce qu'il n'y a même pas où investir. Du coup, des dividendes d'ordre des 6 à 7%, c'est normal et constant dans les sociétés de transmission d'énergie au Brésil. Maintenant, je vais vous présenter les top 10 des sociétés présentes dans cet indice de référence MSCI Brésil. Dans la première place, on a Vale, qu'on a vu que c'est la société minière. On a Itaú, la banque. On a la banque Bradesco. Après, on a Petrobras, la société des pétroles. B3, c'est la société comme Euronext. C'est la société qui fait le contrôle de la négociation des actions en bourse. Après, on a Petrobras à nouveau. On a une différence entre les actions PN et ON au Brésil parce qu'un type d'action donne les droits des votes et l'autre donne pas. Ensuite, on a Ambev, la société des bières, qui c'est la plus grande société des bières du monde. Je vais vous montrer quelques détails maintenant. Donc, les groupes américains, belges, brésiliens, AB InBev, c'est les plus grands réseaux des bières du monde. En deuxième, on a Heineken. En troisième, on a China Snow. Bien sûr, les marchés chinois et les géants. Du coup, normal qu'on a une société chinoise dedans. En quatrième, on a Carlsberg. Et en cinquième, Molson Coors. Maintenant, une capture d'écran de ce que Wikipédia parle des InBev. C'est une société belgo-brésilienne. C'est le plus grand groupe brassicole au monde de par les volumes des bières brassées. En fait, cette union vient de la principale industrie brésilienne des bières qui s'appelle Ambev avec un groupe belge. Et c'est pour ça en fait que les groupes c'est moitié brésilien, moitié belge. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques marques de bières que ces groupes possèdent. Du coup, beaucoup des bières qu'on considère que sont belges, françaises, etc. En fait, la moitié des bénéfices va à la partie cotée au Brésil de la société, qui c'est Ambev. Si on continue les top 10, après Ambev, on a WEG. Comme vous avez vu, l'industrie ne pèse pas beaucoup dans l'indice de référence, mais le Brésil peut être très fier de cette société, WEG, qui fait la production des machines pour l'industrie. Normalement, des machines électriques. C'est une des seules industries en Amérique du Sud qui fait la concurrence aux Allemands et aux Européens de forme générale. Ensuite, en 9e place, on a Magazine Luiza, ou Magalu. C'est la société Amazon du Brésil récemment. C'est la plus grande hausse historique du marché brésilien des dernières années. Je vais vous montrer les graphiques maintenant. Comme vous pouvez voir, elle a fait 4500% depuis 2017. Elle était un réseau de magasins physiques comme Darty en France, mais elle a commencé à développer beaucoup sur les marchés en ligne, ce qui fait monter beaucoup les bénéfices. Du coup, elle a fait augmenter plus de 20 fois les bénéfices nets, ce qui fait dans la bourse, elle est montée plus de 45 fois. J'essaie de mettre que les points plus importants. Moi, comme Brésilien, j'ai l'idée d'aller montrer un peu plus par rapport aux choses que j'essaie, mais je ne veux pas faire une vidéo énorme. Si vous voulez vraiment une vidéo complète par rapport à la politique, économie, etc. du Brésil, laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, je vais vous montrer déjà directement comment on peut acheter des ETF qui investissent sur le Brésil. Et ensuite, je vais parler des avantages et inconvénients et si vaut la peine ou pas. Je vais donner mon opinion. Vous pouvez trouver cet ETF sur Bourse Direct, par exemple sur Boursorama. Elle est cotée sur la bourse de Londres. C'est l'ETF iShares MSCI Brésil. Les codes c'est IBZL. Je vais vous montrer quelques données techniques. Il y a 268 millions de dollars investis dedans. Du coup, la liquidité est importante. Le niveau des frais, c'est des 0,74%. Ça commence à être élevé, ces niveaux des frais. J'ai dit toujours que je n'essaie pas acheter un ETF avec beaucoup de diversification, avec plus de 0,8% par an. C'est un ETF physique, c'est que c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, l'émetteur, il possède les actions qu'il achète. Il est coté en dollars. Et en fait, les dividendes sont versés à chaque trimestre. Avant de vous montrer la rentabilité du marché brésilien ces dernières années, toujours on parle de rentabilité, combien ça a rentabilisé par an, il est très important que je fasse une remarque ici. La devise brésilienne, le real, il a perdu beaucoup de valeur les 4 dernières années. Beaucoup de valeur. Avant, 1 euro achetait 3,5 real et actuellement, 1 euro achète 6,3. Ça veut dire qu'un Brésilien qui avait un patrimoine
en 2016, s'il possède les mêmes patrimoines aujourd'hui, il a la moitié de sa valeur s'il vient en Europe ou il va aux États-Unis. Mais une fois qu'une personne souhaite sortir du Brésil avec les patrimoines, en transformant les patrimoines sur une devise plus importante, plus forte, il a perdu la moitié de patrimoine. Donc, dans l'image suivante, vous pouvez voir en fait la rentabilité des 10 dernières années. Vous pouvez voir que si on voit la rentabilité en réel brésilien, un Brésilien, les 10 dernières années, c'est comme s'il a fait 8,79% par an. C'est que c'est une excellente rentabilité. Par contre, si on regarde la hausse du marché brésilien en transformant en dollars, c'est comme si les 10 dernières années, quelqu'un qui a continué à investir dans les marchés brésiliens a perdu 3,88% par an. Et qu'est-ce que ça donne quand on regarde les graphiques? Déjà, quand on regarde ces graphiques-là, c'est la rentabilité en réel brésilien. Vous pouvez voir que le marché brésilien, il a beaucoup perdu comparé au marché émergent. Ça veut dire en fait que les autres pays émergents ont sous-performé le Brésil les dernières années. Ces graphiques-là, ils viennent depuis 2006. Du coup, les marchés, par exemple, asiatiques, ont performé beaucoup mieux que les marchés brésiliens. Mais quand même, si on regarde la courbe, au moins, elle est en hausse. On voit que depuis 2006, il y a 376% accumulé. C'est une excellente rentabilité. Les problèmes, c'est si on regarde cette courbe en dollars. Quand je montre en dollars, c'est la catastrophe. Les marchés, il est en perte. Parce que depuis 2010, la devise commence à se dévaloriser et les dernières années, c'est encore pire. On voit en fait que, comme la crise Covid est arrivée avec la plus grande hausse du dollar par rapport les réels, on voit que les marchés brésiliens sont transformés en dollars. Il n'arrive même pas au niveau qu'il avait avant la crise de Covid. Du coup, c'est la catastrophe pour les gens qui ont de l'argent en réel. Ils souhaitent transformer l'argent dans une autre devise. Et là, je vais être sincère avec vous. Il y a beaucoup de vidéos que je parle des diversifications, je parle des diversifications géographiques, sectorielles, des devises. Et parfois, vous êtes fatigué d'écouter la même chose. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu un marché sous-développé. J'essaie commencer à acheter à chaque mois des actions pendant 4 ans et la bourse fait que chuter. J'ai vécu ça car la bourse brésilienne a chuté de 2012 à 2016 et après de 2016 à 2019, elle a monté en flèche. Depuis que je suis en France, j'ai diversifié le maximum possible de mon argent, que ce soit en euros, que ce soit en dollars aux États-Unis. De cette manière, je peux protéger mon patrimoine. Et du coup, quand je parle de diversification géographique, sectorielle et des devises, je parle très sérieusement. C'est quelque chose que ça semble qu'elle n'est pas importante, mais elle est très importante. Vous êtes habitué déjà avec une devise qui a beaucoup de pouvoir, mais quand même, c'est intéressant d'avoir un peu de l'argent en dollars, même que l'euro peut se valoriser par rapport aux dollars, mais on ne sait jamais dans 20 ans ou 30 ans ce qui peut arriver. Et du coup, pourquoi la devise brésilienne a beaucoup perdu les dernières années? Parce que les 5 dernières années, l'inflation accumulée, c'est de plus de 30%. Le Brésil passe toujours par une crise politique. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des crises politiques. L'année prochaine, on a l'élection brésilienne et ça va être aussi la catastrophe. On n'a même pas de choix. Les candidats sont toujours les mêmes et toujours les mêmes qui ramènent de la polémique. Que ce soit la gauche brésilienne avec Lula, que ce soit la droite avec Bolsonaro. Du coup, pour les 3 ou 4 prochaines années, je ne trouve pas que les marchés vont améliorer et que les marchés brésiliens vont accélérer. Du coup, la devise brésilienne a la tendance de rester en perte. Les meilleurs des cas pour investir au Brésil serait de choisir les sociétés. Comme ça, on peut choisir des sociétés vraiment gagnantes, surtout dans un marché sous-développé comme le Brésil. C'est beaucoup plus facile de trouver des pépites. Le problème, c'est qu'on peut faire ça seulement si on est brésilien ou si on est dans un courtier américain. Avec les lois européennes, ça empêche beaucoup de faire des choix des actions dans les pays sous-développés. Il y a des cas que ça peut être intéressant d'acheter un ETF qui investit au Brésil. Si les dollars va perdre beaucoup de la valeur par rapport aux réels, c'est la tendance, ça va être ça. Et si les matières premières vont prendre beaucoup de la valeur. C'est des cas intéressants à regarder. Mais pour l'instant, je ne recommanderais pas l'investissement au Brésil. Au moins, bien sûr, l'investissement boursier. Avec la devise avec cette valeur, vous pouvez imaginer qu'avec 60 000 euros, vous pouvez acheter un bon appartement au Brésil. Du coup, quand je parle de la bourse, ce n'est pas un bon type d'investissement, mais bien sûr, ça ouvre des autres opportunités dans les marchés brésiliens. Mais bien sûr, chaque pays a ses règles, c'est pas tout le monde qui peut arriver là-bas et acheter une maison. C'est même la suprématie nationale qui est en jeu, sinon tous les Chinois, les Européens, les Américains allaient arriver en Amérique latine, acheter plein de terrains, d'appartements, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, quel est mon conseil pour vous? Si vous souhaitez investir dans les pays émergents, évitez d'acheter des pays comme le Brésil et le Mexique à ces moments. Surtout, diversifiez sur les émergents. Il y a un ETF pays émergent de l'Asie que j'ai déjà expliqué comment fonctionne. J'ai déjà parlé aussi de l'ETF pays émergent en général qui va avoir un peu de Brésil, de la Russie, du Mexique, mais avec un poids très faible. La majorité des poids, ça va être des pays de l'Asie. Du coup, vous pouvez regarder les 2 vidéos que j'ai déjà fait si vous souhaitez investir dans les pays émergents. Je trouve que les portefeuilles de tout le monde doivent avoir un minimum des pays émergents car en fait, les pays émergents pèsent énormément dans l'économie mondiale. Mais pour le Brésil, pour l'instant, c'est mieux d'attendre au moins les prochaines années. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.